Ma sœur pensait que j'étais sa servante de garde permanente non rémunérée, alors j'ai fini par verrouiller ma porte. Elle a réagi en disant à mes parents que j'étais instable et un danger pour ses enfants. 1 heure plus tard, j'ai été forcé de montrer les images de surveillance à un policier, et j'ai tendu un piège qu'elle n'a pas vu venir. C'est là que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va se passer. Assurez-vous d'être abonné pour voir la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où regardez-vous tous aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. La migraine avait commencé il y a 1 heure. Une douleur sourde familière derrière mon œil gauche qui signalait une explosion imminente de douleur. J'avais pris mes médicaments, mais je savais que j'étais à court de temps. Je fixais le fichier audio sur mon ordinateur, le curseur clignotant d'un air moqueur. Rapport chirurgical urgent. Docteur Al-Jaml. Le fichier était nommé urgent, il s'agissait d'une triple pontage complexe, et le chirurgien, connu pour parler très vite, avait dicté plus de 40 minutes de notes post-opératoires que je devais transcrire, relire et renvoyer dans les 2 heures suivantes. Mon plus gros client, un groupe chirurgical qui payait la moitié de mes factures mensuelles, dépendait de moi pour ce genre de rapidité. À 42 ans, j'avais construit une carrière précaire de pigiste en tant que transcripteur médical. Un travail qui exigeait un silence absolu et une concentration intense, le tout depuis le petit bureau à domicile que j'avais tant lutté pour maintenir. Ma concentration a été brisée par le crissement du gravier dans mon allée. Je n'avais même pas besoin de lever les yeux. C'était le bruit de ma vie qui déraillait, le bruit de ma jeune sœur, Laura. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 10h15 un mardi. J'ai vu sa berline déglinguer à travers les stores, celle pour laquelle j'avais co-signé. Je l'ai vue sortir, ses mouvements précipités et agités. Elle est allée à la porte arrière et j'ai vu les petites têtes de mon neveu et de ma nièce, Liam, 9 ans, et Sophie, 6 ans. Mon cœur s'est serré comme d'habitude, un mélange d'amour pour eux et une appréhension brûlante de leur mère. Un scénario familier était sur le point de se dérouler. Laura enverrait un SMS, « Je suis là », puis entrerait immédiatement sans y être invitée, laissant tomber les sacs à dos des enfants sur mon sol propre. Elle me donnerait une excuse haletante et fausse, « Mon agent vient d'appeler », ou « J'ai une énorme collab d'influence en cours ». Et puis elle serait partie, me laissant jongler avec des enfants trop énergiques et souvent indisciplinés avec un rapport chirurgical urgent qui ne pouvait en aucun cas être en retard. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, la migraine était un étau. Aujourd'hui, la date limite était inflexible. Aujourd'hui, j'en avais enfin assez. Alors que j'entendais ses pas familiers et confiants sur le porche, je ne suis pas allé à la porte. Au lieu de cela, j'ai appuyé sur l'icône de verrouillage sur mon téléphone, qui contrôlait ma serrure intelligente. J'ai entendu le bruit du pêne dormant. Un instant plus tard, la caméra de ma sonnette a sonné sur mon téléphone, et le visage de Laura est apparu sur l'écran, avec l'air agacé. Théa, ouvre. Il gèle. Je me suis penché vers le haut-parleur de l'interphone sur mon bureau. Ma voix est sortie plus calme que je ne me sentais. Salut, Laura. Je ne peux pas aujourd'hui. Elle s'est figée, ses sourcils parfaitement microbladés se relevant. Quoi? De quoi tu parles? Ouvre la porte. Je ne peux pas, répétai-je, ma voix ferme, bien que mon estomac se tordait. J'ai un délai de travail critique, celui dont je t'ai parlé hier soir. Je ne peux pas garder les enfants. Tu dois partir. Pendant une seconde, elle a juste regardé la caméra, son expression vide d'incrédulité. Le droit était si complet que le concept de non ne passait tout simplement pas. Puis, son visage s'est tordu. C'était comme regarder un masque se fissurer et tomber. Tu te moques de moi, a-t-elle crié, sa voix aiguë et perçante. Elle s'est avancée et a frappé du poing sur la porte. Théa, ne sois pas comme ça. Je n'ai pas le temps pour tes humeurs. Ouvre cette porte tout de suite. Je n'ai pas d'humeur, Laura. Je travaille. J'ai une date limite qui paie mon hypothèque. Tu ne peux pas juste les déposer ici. Je te l'ai dit. C'est une urgence, a-t-elle crié. Liam et Sophie étaient maintenant sortis de la voiture, debout sur l'allée, avec l'air petit et confus. Mon cœur s'est serré pour eux. Quelle est l'urgence, Laura, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Elle a balbutié. Ma réunion. C'est avec une grande marque. Ça pourrait être ma grande chance, Théa, et tu essaies de la ruiner. Tu es tellement égoïste.
Tu restes juste assise là toute la journée à ne rien faire. Je ne fais rien. Je travaille, ai-je dit, ma patience se rompant. Et tu sais que c'est le cas. Tu fais ça à chaque fois. Tu dois trouver quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre, a-t-elle gémi. Et cette fois, elle a donné une gifle ouverte de toutes ses forces sur ma porte d'entrée. Le bois a tremblé. Tu es leur tante. C'est ton travail. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es sans cœur. Tu vas me faire perdre ce travail. Sophie a commencé à pleurer. Je me sentais comme la plus basse forme de vie sur Terre, mais je suis resté ferme. Si je cédais maintenant, je céderais pour toujours. Rentre chez toi, Laura, ou trouve une autre solution. Je n'ouvrirai pas la porte. Son visage est devenu pâle d'une rage qui était terrifiante à voir. Elle a pointé un doigt tremblant vers la caméra. Tu vas le regretter, a-t-elle chuchoté, sa voix venimeuse. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. Elle a attrapé un Liam abasourdi par le poignet, a empoigné une Sophie en pleurs et est retournée en trombe à sa voiture. Elle les a jetés sur la banquette arrière, sans même les attacher, ai-je noté avec une nouvelle vague de colère, a claqué sa porte et a dérapé hors de mon allée, projetant du gravier sur ma pelouse. Je me suis tenu dans ma maison silencieuse, mon cœur battant à tout rompre contre ma poitrine. La migraine n'était plus une douleur sourde. C'était une explosion totale de douleurs blanches et brûlantes. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. Je suis resté figé dans mon bureau pendant 5 bonnes minutes après la disparition de sa voiture. Mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais pas tenir ma souris. Le silence de la maison semblait anormalement fort, amplifié par le tintement fantôme des cris de Laura dans mes oreilles. L'adrénaline de la confrontation avait momentanément éclipsé la douleur de ma migraine. Mais maintenant, tout revenait en force, un cocktail toxique de culpabilité, de rage et d'agonie physique. Ma première impulsion a été de courir après elle, de l'appeler et de m'excuser, de dire « ramène-les ». C'est bon. Je vais me débrouiller. C'était le rôle que j'avais toujours joué. J'étais Théa, la personne fiable, la sœur aînée ennuyeuse, stable et rigide qui existait pour nettoyer les dégâts causés par Laura, la personne pleine d'entrain. Toute ma famille, en particulier nos parents, Margaret et Robert, avaient renforcé cette dynamique pendant plus de 30 ans. Laura avait de la passion. J'avais des responsabilités. Laura avait des rêves. J'avais un emploi. Mais alors que je m'enfonçais dans ma chaise de bureau, l'injustice flagrante de tout cela a renforcé ma détermination. Je me suis souvenu avec une clarté cristalline de ce qui s'était passé à peine 3 semaines auparavant. Laura avait fait le même coup, déposant les enfants avec un juste 1 heure, Théa, je te le promets. Alors que j'étais au milieu d'un test de transcription en direct et chronométré pour une nouvelle clinique de neurologie très bien rémunérée, cette heure s'était transformée en 6. Liam avait commencé à jouer avec mon modem et ma connexion Internet avait été coupée au milieu du test. J'ai échoué. J'ai perdu le client potentiel, un contrat qui aurait valu des milliers de dollars. Lorsque j'ai confronté Laura, elle a minimisé la situation en riant. Oh, Théa, ne sois pas si dramatique. Ce n'est que de l'argent. Je te rembourserai. Elle ne m'a jamais remboursé un centime. Elle me devait toujours pour avoir co-signé sa voiture, pour les 3 mois de son loyer que j'avais couvert l'année dernière, pour le flux incessant de juste 50 dollars dont elle avait besoin pour l'essence ou l'épicerie. La culpabilité a commencé à s'estomper, remplacée par une colère froide et dure. Je n'étais pas seulement en colère pour moi-même, pour mon revenu perdu ou pour la douleur lancinante dans mon crâne. J'étais en colère pour Liam et Sophie. Quel genre de mère utilise ses enfants comme des béliers émotionnels? Quel genre de personne crie et jure devant eux, puis démarre en trombe hors d'une allée sans même les attacher? J'ai regardé le petit moniteur discret dans le coin de mon bureau. Il affichait 4 flux de caméras de mon système de sécurité domestique. Je l'avais fait installer il y a 1 an, non pas pour les cambrioleurs, mais pour Laura. Cela m'avait semblé extrême à l'époque, voire paranoïaque. Mais je l'avais fait après qu'elle ait emprunté mon coûteux ordinateur portable de travail pendant que j'étais sous la douche, puis l'ait fait tomber, brisant l'écran. Elle avait menti, bien sûr. Elle avait prétendu qu'il avait juste cessé de fonctionner, et nos parents avaient pris son parti. C'était un vieil ordinateur de toute façon, Théa, tu ne peux pas blâmer Laura pour un accident. L'accident a été la goutte d'eau. J'avais utilisé mes économies pour acheter un nouveau système haut de gamme et un ensemble de sécurité avec stockage dans le nuage.
J'avais une caméra sur la porte d'entrée, une sur l'allée, une sur le porche arrière et une dans mon salon. Je me suis dit que c'était pour la tranquillité d'esprit. Mais je savais au fond de moi que j'étais en train de construire un arsenal. J'ai tapé quelques touches, ouvrant le stockage dans le nuage. Il était là. Caméra de l'allée 10h15. Caméra de la porte d'entrée 10h16. J'ai cliqué sur les fichiers et toute la scène LED s'est déroulée. L'audio était d'une clarté cristalline. Mon je ne peux pas aujourd'hui calme et ferme, son quoi, incrédule, ces cris qui s'intensifiaient. Ces mensonges sur une grande chance. Son tu vas le regretter chuchoté et venimeux. Et enfin, les images de l'allée la montrant en train de partir avec les enfants. J'ai téléchargé les 2 fichiers. Je les ai enregistrés sur mon bureau, puis je les ai sauvegardés sur un disque dur crypté séparé. J'ai senti un étrange calme froid s'installer en moi. La culpabilité avait disparu. Laura, dans sa rage aveuglante, oubliait toujours une chose cruciale, cette maison a des yeux et des oreilles, et je n'étais plus disposé à être le témoin silencieux de sa destruction. J'étais maintenant la conservatrice de ses conséquences. J'ai pris une profonde inspiration, avalé 2 analgésiques de plus et je me suis retourné vers le fichier audio du chirurgien. J'avais du travail à faire. Ma relation avec Laura était une étude de cas de 38 ans sur le sacrifice unilatéral. J'étais l'aîné de 4 ans, et dès sa naissance, j'ai été désigné comme sa gardienne. J'étais la vieille âme, la personne responsable. Laura était l'enfant sauvage, l'esprit libre. Nos parents, Margaret et Robert, se réjouissaient de cette dynamique. Ils étaient maintenant à la retraite, vivant confortablement dans un condo à 1 heure de distance, mais toute leur philosophie parentale avait été celle d'une catégorisation paresseuse. J'étais félicité pour mes bonnes notes et mon comportement prévisible. Laura était félicitée pour respirer. Quand je m'étais investi à fond à l'université, visant une carrière stable qui me donnerait de l'indépendance, Laura avait dérivé, changeant de majeur 5 fois avant d'abandonner pour se trouver. Cette recherche impliquait une série de mauvais emplois, de pires petits amis, et un siphon constant et épuisant sur les finances de nos parents, et par extension, les miennes. C'est moi qui l'ai conduite à l'hôpital quand elle a eu une appendicite à 2 heures du matin parce que son petit ami de l'époque était trop ivre. C'est moi qui ai réuni le dépôt de garantie pour son premier appartement. Et quand elle a annoncé sa grossesse avec Liam, le résultat d'une relation de courte durée avec un homme qui avait sagement disparu, c'est moi qui ai organisé sa baby shower, acheté son berceau et tenu sa main pendant l'accouchement. J'avais fait de même pour Sophie, dont le père était également absent. J'aimais ses enfants. Je les adorais. Je gardais leur collation préférée dans mon garde-manger, leurs dessins scotchés à mon réfrigérateur. Ils étaient les seules parties innocentes dans ce drame sans fin et épuisant. Mais mon amour pour eux était devenu une arme que Laura utilisait contre moi. Parce que je travaillais à domicile, elle et mes parents avaient collectivement décidé que mon temps n'avait pas de valeur. Tu es à la maison de toute façon, était le refrain constant. Ce n'est pas comme si tu avais un vrai travail, Théa. Tu ne fais que taper. Ils ignoraient commodément le fait que mes frappes payaient mon hypothèque, mes facturés, le plus souvent, les factures de Laura aussi. Laura, maintenant âgée de 38 ans, n'avait aucun emploi discernable. Elle prétendait être une influenceuse des médias sociaux, ce qui en réalité signifiait qu'elle avait quelques milliers d'abonnés sur Instagram et qu'elle passait ses journées à prendre des selfies dans des cafés qu'elle ne pouvait pas se permettre tout en essayant d'obtenir des produits gratuits. Elle présentait sa vie comme une agitation glamour et très stressante. Je savais que c'était un mensonge soigneusement construit, financé par le fonds de retraite de nos parents et ma culpabilité. L'antagoniste dans ma vie n'était pas seulement Laura. C'était tout le système que ma famille avait construit. Mes parents étaient les architectes de son dysfonctionnement. Le mois dernier encore, j'ai essayé de fixer une limite. J'avais convoqué une réunion de famille, un appel de conférence en fait, et j'avais essayé d'expliquer calmement que j'avais besoin d'un préavis pour le babysitting. Oh, Théa, ne sois pas si rigide, avait soupiré ma mère, Margaret, sa voix dégoulinant de déception. Laura fait de son mieux. C'est si difficile pour une mère célibataire. Je suis une personne célibataire, avais-je rétorqué, ma voix tendue. J'ai un travail exigeant. Mes clients ont des urgences. Je ne peux pas tout laisser tomber. C'est la famille, Théa, avait renchéri mon père, Robert, en utilisant son ton au mot de la fin. La famille s'entraide. Ta sœur a besoin de toi. Tu as de la chance de ne pas avoir d'enfant.
Tu ne sais pas ce qu'est le vrai stress. L'implication était claire. Mon stress, mon travail, ma vie étaient secondaires aux caprices de Laura. Mes sacrifices n'étaient pas considérés comme des sacrifices. Ils étaient considérés comme des obligations. Ma maison n'était pas mon sanctuaire. C'était la garderie gratuite de Laura. Laura elle-même était la plus polie et la plus manipulatrice de tous. Elle pouvait pleurer sur commande, racontant des histoires de malheur sur des occasions ratées de peu et des cruelles ironies du sort. Elle parlait de sa marque et de son réseau avec un visage impassible, comme si elle était une PDG et non quelqu'un qui avait été expulsé 2 fois en 3 ans. Ses réunions étaient presque toujours des déjeuners avec des amis. Ses urgences étaient des rendez-vous chez le coiffeur. C'était un trou noir de besoin, et j'avais été sa principale source d'énergie pendant toute ma vie. Aujourd'hui, j'avais enfin coupé la ligne d'alimentation. Et alors que j'étais assise à mon bureau, le silence dans la maison ressemblait moins à un vide qu'à un bouclier. Je savais que le combat n'était pas terminé. Ce n'était que le coup d'envoi. Mais pour la première fois, je n'attendais pas de voir ce qu'elle allait faire ensuite. Je les attendais. Les pulsations dans ma tête s'étaient atténuées en une douleur sourde, grâce aux médicaments et à la concentration soudaine et aiguë de ma colère. J'avais réussi à terminer la transcription urgente du docteur Aljaml, en vérifiant 3 fois pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur, et je l'avais envoyé par courriel au groupe chirurgical avec 10 minutes de marge. Le soulagement a été immédiat, mais il a été de courte durée. Ma victoire me semblait creuse, éclipsée par la certitude que des représailles allaient suivre. Laura n'était pas du genre à accepter la défaite. Elle était du genre à faire monter les enchères, à brûler la terre. Mon piège astucieux, comme j'avais fini par l'appeler, était le système de sécurité. C'était mon seul moyen de pression dans une dynamique familiale qui était truquée contre moi depuis ma naissance. J'avais installé le système après l'incident de l'ordinateur portable, en payant un supplément pour le plan de stockage premium dans le nuage qui sauvegardait tous les fichiers pendant 30 jours, quoi qu'il arrive. J'avais choisi des caméras avec une vidéo haute définition et, surtout, un son haute fidélité. Je voulais un enregistrement. Je ne savais pas exactement à quoi je me préparais. Peut-être juste pour me prouver que je n'étais pas folle, que le gaslighting que je subissais était réel. Maintenant, je savais que le système n'était pas seulement pour ma tranquillité d'esprit. C'était mon témoin. Je suis allé dans la cuisine pour préparer une tasse de thé, mes mains n'étant toujours pas parfaitement stables. J'étais une victime passive par nature. Mon instinct était d'arranger les choses, de m'excuser même quand je n'avais pas tort, juste pour que la tension cesse. Mais quelque chose en moi avait craqué ce matin. C'était la vue du visage de Sophie, sa petite bouche tremblant alors que sa mère criait. C'était la façon désinvolte et dangereuse dont Laura avait démarré en trombe sans les attacher. Il ne s'agissait plus seulement de moi et de mon travail. Il s'agissait d'eux. Mon téléphone, posé sur le comptoir de la cuisine, a vibré. Mon estomac a fait un bond. C'était un SMS, non pas de Laura, mais de ma mère, Margaret. Appelle-moi tout de suite. Que as-tu fait à ta sœur? Les majuscules, l'accusation, pas que s'est-il passé, ou est-ce que tout va bien, mais qu'as-tu fait? Le verdict était déjà rendu. J'étais coupable. Mon pouce a plané au-dessus du bouton d'appel. Je pouvais parfaitement imaginer la conversation. La voix de ma mère, épaisse de déception et d'inquiétude fabriquée. Théa, Laura est hystérique. Elle a dit que tu l'avais enfermée dehors dans le froid. Elle a dit que tu lui avais crié dessus devant ses pauvres enfants. Elle est chez nous en ce moment, elle pleure à chaudes larmes. Comment as-tu pu être si cruel? Et je me défendrai, ma voix devenant de plus en plus aiguë au fur et à mesure que je devenais plus frustré. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle ment. J'avais une date limite. Et mon père se joindrait à la conversation. Théa, ta sœur est dans un état fragile. Tu dois t'excuser. Tu dois arranger les choses. Tu es en train de déchirer cette famille. Je serais en infériorité numérique, déjoué et écrasé, comme je l'avais été 1 millier de fois auparavant. Je terminerai l'appel en me sentant épuisé, vaincu et pleine de doutes. Pas cette fois. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris une décision. Je n'étais plus une victime passive. J'étais une stratège active. Je ne les appellerai pas. Je ne m'engagerai pas. Ils ne cherchaient pas la vérité. Ils cherchaient ma soumission. Au lieu de cela, je suis retourné à mon ordinateur.
J'ai ouvert mon courriel et j'ai composé un nouveau message à mon adresse électronique personnelle et privée. J'ai joint les deux fichiers vidéo, Sonnet 10h16 MP4 et Allez 10h18 MP4. J'ai cliqué sur Envoyer. Maintenant, les fichiers se trouvaient dans deux systèmes de nuages distincts, plus mon disque dur externe. Ils étaient en sécurité. Mon téléphone a vibré encore et encore. Une série de textos de ma mère, chacun plus frénétique que le précédent. Théa, décroche le téléphone. Ce n'est pas drôle. Laura est une épave. Ton père est furieux. Est-ce que tu l'as puni? C'est ça? Tu es incroyablement infantile. J'ai regardé les messages apparaître et pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Ni culpabilité, ni panique, juste une certitude froide et claire. Il suivait un scénario, mais j'avais le vrai. J'avais la vérité enregistrée en haute définition. J'ai retourné mon téléphone, éteignant l'écran. Je ne participerai pas à mon propre assassinat de personnage. J'attendrai. La charge de la preuve ne m'incombait plus. Elle reposait sur les fichiers vidéo enregistrés sur mon disque dur. J'ai préparé une autre tasse de thé et j'ai attendu leur prochain coup. Je savais que ce ne serait pas seulement un appel téléphonique. Le calme dans ma maison a duré exactement 45 minutes. C'était juste assez long pour que je commence à remettre en question ma propre décision, à me demander si j'avais imaginé tout cela. Si j'étais vraiment le monstre froid et égoïste qu'ils pensaient tous que j'étais. La migraine était toujours un tambour sourd et lancinant, et le silence semblait l'amplifier. Puis j'ai entendu une portière de voiture claquer. Pas seulement une, mais deux. J'ai regardé mon moniteur de sécurité. Ce n'était pas la berline de Laura. C'était le VUS bleu foncé de mon père. Mon cœur s'est effondré. Ils n'avaient pas seulement appelé. Ils avaient conduit pendant 1 heure pour me confronter. Ma sonnette a sonné. Pas un ding-dong poli, mais un ding long et impatient pendant que quelqu'un maintenait le bouton enfoncé. Puis vinrent les coups. Pas les coups hystériques et maladroits de Laura, mais le poing lourd et justicier de mon père, Robert. Théa, ouvre cette porte. Nous savons que tu es là, a-t-il tonné. J'ai marché jusqu'à mon bureau, mes jambes ressemblant à du plomb, et je me suis assise à mon bureau. J'ai activé l'interphone comme je l'avais fait avec Laura. Que voulez-vous? Le visage de ma mère est apparu dans la caméra, pas les pincées de colère. Ne nous demande pas que voulez-vous, Théa. Cela est allé assez loin. Laissez-nous entrer. Nous devons parler de ce que tu as fait à ta sœur. Je ne lui ai rien fait, ai-je dit, ma voix tremblant malgré ma détermination. Je travaille, je lui ai dit. Je ne pouvais pas garder les enfants. C'est elle qui a fait une crise de colère. Elle est bouleversée, a crié ma mère, ses mains s'agitant vers sa poitrine dans un geste de pur théâtre. Elle est venue vers nous en larmes, disant que tu lui avais crié dessus ainsi qu'aux enfants, que tu lui avais dit. Que tu lui avais dit que tu souhaitais qu'elle ne les ait jamais eus. Comment as-tu pu? Le mensonge était si audacieux, si vil, qu'il m'a coupé le souffle. Je n'ai jamais dit ça. C'est un mensonge absolument dégoûtant, et vous le savez. Nous savons ce que nous avons entendu, Théa. La voix de mon père est intervenue, son visage apparaissant maintenant dans la caméra. Il avait l'air furieux. Tu es enfermé dans cette maison tout le temps, à regarder cet écran. Tu ne vas pas bien. Tu laisses ton travail te transformer en une personne froide et amère. Maintenant, tu vas ouvrir cette porte et tu vas appeler ta sœur et t'excuser pour cette absurdité. Non, ai-je dit. Le mot était petit, mais il semblait solide. Je ne le ferai pas. Qu'est-ce que tu as dit, a rugi mon père. J'ai dit non. Je ne m'excuserai pas pour un mensonge. Et je ne vous laisserai pas entrer juste pour que vous puissiez tous les deux m'intimider et prendre son parti. Vous n'avez jamais, pas une seule fois, pris mon parti. Parti, a crié ma mère. Il ne s'agit pas de parti, Théa. Il s'agit de famille. Laura est en difficulté, et toi? Toi, avec ta belle maison et ta vie tranquille. Tu ne peux même pas trouver dans ton cœur de l'aider pendant quelques heures. Ma belle maison et ma vie tranquille ont été payées par le travail que vous interrompez actuellement, ai-je rétorqué, ma colère finissant par déborder. Le travail qu'elle manque constamment de respect. Le travail que vous manquez de respect. Vous ne voulez pas parler. Vous voulez que je me rende, et je ne le ferai pas. J'étais sur le point de couper la connexion quand j'ai eu une idée.
Il était temps pour la première révélation. En fait, ai-je dit, ma voix soudainement calme et claire, j'ai une vidéo de toute la conversation, du moment où elle est arrivée jusqu'au moment où elle est repartie. Ils se sont tous les deux figés, la bouche de ma mère s'ouvrant et se refermant. L'expression de colère de mon père affaiblie, remplacée par une lueur de confusion. Quoi, a murmuré ma mère. J'ai une caméra de sécurité. Elle enregistre l'audio et la vidéo. J'ai tout enregistré. Ses cris, ses mensonges sur sa réunion, moi qui lui dis calmement que je dois travailler. Son départ précipité sans attacher les enfants. J'ai tout ça. J'ai laissé les mots planer dans l'air. Voulez-vous que je vous l'envoie par courriel, maman, ou préférez-vous continuer à croire aux mensonges? Je m'attendais à ce que ce soit un échec et mat, un moment de « Oh mon Dieu, nous avons été dupés ». Mais j'avais sous-estimé leur engagement envers le récit. Le visage de mon père s'est durci à nouveau. Une caméra? Tu as enregistré ta propre sœur? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Théa? Quel genre de personne malade et paranoïaque fait ça? C'est un piège. C'est une caméra de sécurité, papa. Elle est sur ma porte d'entrée. Ce n'est pas un secret. Tu essaies de la faire chanter, a accusé ma mère, sa voix retrouvant une nouvelle force. Tu lui tiens ça au-dessus de la tête. C'est pire. C'est tellement pire que nous ne le pensions. Tu es instable. Je les ai regardés, abasourdis. Je leur avais présenté une preuve indiscutable de mon innocence, et ils l'avaient transformée en preuve de ma folie. Ils se fichaient de la vérité. Ils ne se souciaient que de protéger Laura, de protéger le système brisé et toxique qu'ils avaient construit. Sortez de ma propriété, ai-je dit, ma voix morte. Sortez de ma propriété ou j'appellerai la police pour intrusion. J'ai coupé le flux de l'interphone. Je regardais l'écran alors qu'il se tenait là, stupéfait et silencieux. Mon père avait l'air de vouloir défoncer la porte, mais ma mère posa une main sur son bras. Ils se disputèrent un instant, leurs visages déformés. Finalement, ils retournèrent à leur SUV en trombe et s'éloignèrent. J'étais assise à mon bureau, tout mon corps vibrait. Ils croyaient que j'étais instable. Ils croyaient que j'étais la méchante. J'avais abattu ma carte et cela s'était retourné contre moi. Et je savais avec une certitude terrifiante et angoissante ce qui allait se passer ensuite. La maison était à nouveau silencieuse, mais cette fois, le silence était menaçant. Ma confrontation avec mes parents avait été un désastre. J'avais joué mon atout, la vidéo, et ils n'avaient pas seulement refusé de me croire, ils l'avaient transformée en une raison supplémentaire de me condamner. En essayant de prouver que j'étais saine d'esprit, je n'avais fait que confirmer leur récit selon lequel j'étais instable. Ma migraine, qui s'était momentanément retirée, revint en rugissant. Je me sentais malade. Laura, mes parents, c'était un système fermé. Toute preuve qui contredisait leur vision du monde selon laquelle Laura était une victime et moi une bourreau de travail sans cœur était rejetée et transformée en une nouvelle attaque. Je n'étais plus seulement égoïste. J'étais paranoïaque, malade et instable. Je faisais les 100 pas dans mon salon, mon esprit s'emballait. Quelle était leur prochaine manœuvre? Ils ne pouvaient pas me forcer à m'excuser. Ils ne pouvaient pas me forcer à les laisser entrer. Que restait-il? Laura était désespérée. Elle avait été humiliée à ma porte. Elle avait réussi à exciter nos parents, mais leur siège avait échoué. Elle m'avait dépeinte comme une sœur cruelle et sans cœur, et maintenant, grâce à mon propre aveu, comme une paranoïaque qui enregistrait sa propre famille. Elle était à fond dans ce mensonge. Elle ne pouvait plus reculer maintenant. Mon téléphone, que j'avais laissé sur le comptoir de la cuisine, vibra. C'était un SMS provenant d'un numéro inconnu. Ce que tu as fait est ignoble. Tu l'as enregistré. Maman et papa m'ont tout raconté. Tu as besoin d'aide, Théa. C'était Laura, numéro bloqué ou pas. Je connaissais son langage SMS. Elle tâtait le terrain, essayant de provoquer une réaction pour me ramener dans la bataille. J'ai supprimé le message sans répondre. Je suis retourné à mon bureau et me suis assise. J'ai rouvert les fichiers vidéo, en les regardant. Les images de l'allée. Allée 10h18. P4. J'ai regardé la voiture de Laura s'éloigner à toute vitesse, Liam et Sophie étant clairement visibles à l'arrière. Ils étaient en sécurité. Ils étaient avec leur mère. Elle était imprudente et irresponsable, mais ils étaient avec elle.
Il s'agissait d'un différend familial. Un différend familial désagréable, qui n'aurait jamais dû durer aussi longtemps. Mais les nouveaux mots qu'ils avaient utilisés, instable, malade, ne va pas bien, résonnaient dans ma tête. Ce n'était pas que des insultes. C'étaient des armes. Et j'avais un horrible pressentiment. Je savais comment Laura allait les utiliser. Elle était désespérée de reprendre le contrôle. Elle avait besoin de me punir pour prouver à nos parents et à elle-même qu'elle était la victime et moi l'agresseur. Comment pouvait-elle faire cela maintenant que ses alliés avaient échoué? La réponse m'est venue dans une bouffée froide et nauséabonde. Elle allait passer à l'étape supérieure. Elle allait prendre les mensonges qu'elle avait racontés à nos parents et les rendre officiels. Elle allait faire appel à une partie extérieure, quelqu'un qui ne pouvait être ignoré. J'ai regardé l'heure. Il était 11h45, un peu plus d'une heure après que j'ai verrouillé ma porte. Mes pensées ont été interrompues par un bruit qui a glacé mon sang, un coup poli et officiel à ma porte d'entrée. Ce n'était pas le martèlement frénétique de Laura ou le coup de poing lourd de mon père. C'était un toc, toc, toc mesuré et ferme. J'ai regardé ma caméra de sonnette. Mon cœur s'est arrêté. Un policier en uniforme bleu foncé se tenait sur mon porche. Il frappa à nouveau. « Madame, ici la police. Nous sommes là pour un contrôle de bien-être. Pourriez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît ?» C'était ça. C'était sa manœuvre. Laura, dans un dernier acte de méchanceté désespérée et impardonnable, avait appelé la police. Elle avait transformé notre drame familial privé et en un spectacle public, en utilisant comme arme les personnes même censées nous protéger. Elle montait son dossier, non pas avec la vérité, mais avec des mensonges si monstrueux qu'elle espérait qu'on les croirait. Elle affirmait que j'étais un danger. Je voyais maintenant son objectif final. Elle avait besoin de prouver que j'étais instable. Et quel meilleur moyen que de faire venir un policier, gyrophares allumés dans mon allée, pour enquêter sur un contrôle de bien-être au nom de ma famille inquiète. Elle n'essayait pas seulement de gagner une dispute. Elle essayait de me ruiner. Et elle avait utilisé ses propres enfants comme appât. Ma peur, cependant, a été immédiatement consumée par une rage blanche et clarifiante. Ce n'était pas une confrontation. C'était une guerre, et elle venait de me donner les munitions pour la gagner. J'ai pris une grande inspiration stabilisatrice. J'ai lissé ma chemise, je me suis dirigé vers la porte d'entrée et j'ai déverrouillé le verrou. Je l'ai ouverte. L'agent était grand, avec un visage las et professionnel. Il avait l'air d'avoir la quarantaine. « Madame, êtes-vous Théa » demanda-t-il, sa main reposant près de sa ceinture. « Oui, monsieur l'agent, je suis Théa. Comment puis-je vous aider ?» J'ai gardé ma voix parfaitement égale, polie et calme. « Madame, nous avons reçu un appel, un contrôle de bien-être de la part de Laura, Margaret et Robert, votre famille. Ils ont exprimé de vives inquiétudes quant à votre bien-être. Ils ont dit que vous agissiez de manière erratique, que vous pourriez être un danger pour vous-même. Ils ont également mentionné qu'il y avait des enfants ici et que vous ne répondiez pas à votre téléphone. Les mensonges étaient empilés si haut, si vite. Un danger pour moi-même? Des enfants ici? C'était un mensonge conçu pour le faire venir à ma porte rapidement. Monsieur l'agent, dis-je, je vais parfaitement bien. Je ne suis pas un danger pour moi-même. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'enfants ici. Je suis au milieu de ma journée de travail. L'agent regarda par-dessus mon épaule dans mon salon calme et ordonné. Il semblait très inquiet, madame. Ils ont dit que vous les aviez enfermés dehors, que vous criez et que vous étiez instable. Cela vous dérangerait-il que j'entre un instant juste pour vérifier que tout va bien? Cela ne me dérangerait pas du tout. Veuillez entrer, dis-je en me mettant de côté. Il entra juste dans l'entrée, ses yeux scannant la pièce. Vous vivez seul, madame? Oui. Je travaille à domicile comme transcripteur médical. C'est un travail très exigeant qui nécessite beaucoup de calme. Je vois, dit-il, bien qu'il ait toujours l'air sceptique. Votre sœur Laura. Elle a dit qu'elle était là ce matin avec ses enfants et que vous, eh bien, elle a dit que vous aviez craqué, que vous aviez refusé de la laisser entrer et que vous lui criez dessus. C'était le moment, la confrontation. Mais ce ne serait pas le désordre bruyant et dramatique que Laura avait envisagé. Ce serait calme, silencieux et systématique. Monsieur l'agent, dis-je en désignant mon bureau, c'est moi qui suis harcelé. Ma sœur,
ma mère et mon père sont tous venus ici aujourd'hui pour semer le trouble. Ma sœur a déposé un faux rapport, et j'ai des preuves. Il haussa un sourcil. Des preuves. Veuillez entrer dans mon bureau. Il me suivit. Je m'assis à mon bureau et affichai les images de sécurité sur mon écran principal. J'ai un système de sécurité, monsieur l'agent. Il enregistre l'audio et la vidéo. Voici ma sœur Laura arrivant à 10h15. J'ai cliqué sur lecture sur le fichier de la sonnette 10h16p4. L'agent se tenait derrière moi et regardait en silence. Il a vu le visage de Laura apparaître. Il a entendu ma voix calme et claire. Salut Laura, je ne peux pas aujourd'hui. Il a entendu son cri immédiat et de plus en plus fort. Tu plaisantes? Ouvre cette porte tout de suite. Il a entendu mon explication ferme et patiente concernant mon travail. Il a entendu son mensonge à propos de sa grande opportunité. Il l'a entendu me traiter d'égoïste et de sans cœur. Il a entendu son venimeux, tu vas le regretter. J'ai ensuite cliqué sur le deuxième fichier. Allez 10h18. MP4. Et ceci, monsieur l'agent, et la caméra de l'allée, horodatée quelques secondes plus tard. Voici ma sœur qui s'éloigne en voiture avec ses enfants, qui étaient, comme vous pouvez le constater, en sécurité dans sa voiture. Ils n'ont jamais été dans ma maison. Ils n'ont jamais été sous ma garde, et ils n'ont jamais été en danger, à moins que vous ne comptiez sa conduite imprudente. Le visage de l'agent, qui avait été neutre et sceptique, s'était durci pour devenir un masque d'agacement pur. On lui avait menti. Son temps avait été gaspillé. Et juste au moment où il allait parler, comme par magie, une portière de voiture claqua dehors. Puis une autre. J'ai regardé mon écran. La berline de Laura, le SUV de mon père. Tous les trois, Laura, Margaret et Robert, se précipitaient sur mon allée, leur visage affichant une expression de juste préoccupation. Ils avaient clairement suivi la police, programmant leur arrivée pour être la famille secouriste. Ils virent la porte ouverte et entrèrent en trombe. Monsieur l'agent, Dieu merci, pleura ma mère en se précipitant vers lui. Va-t-elle bien? Nous étions si inquiets. Vous voyez, hurla Laura en pointant un doigt tremblant vers moi. Elle est folle. Elle nous a tous enfermés dehors. Elle est instable. Je vous l'avais dit. L'agent leva une main. L'effet fut instantané. Tous les trois s'arrêtèrent, leur entrée dramatique étant interrompue. Madame, dit-il d'une voix dure, s'adressant directement à Laura, je viens de revoir les images de sécurité de votre rencontre ce matin. Le visage de Laura passa du pâle au blanc fantomatique. Mes parents avaient l'air confus. Des images, dit mon père. C'est exact, continua l'agent, ses yeux fixés sur Laura. J'ai vu l'événement dans son intégralité. Je vous ai entendu crier sur votre sœur. Je l'ai entendu vous dire calmement qu'elle travaillait. Je vous ai entendu mentir à propos d'une urgence. Et puis je vous ai vu partir en voiture avec vos enfants. À aucun moment ces enfants n'ont été en danger. À aucun moment votre sœur n'a été instable ou n'a crié. Vous, en revanche, l'avez été. Il tourna son regard vers mes parents. Et puis vous êtes venus et avez continué le harcèlement. Et puis vous, dit-il en pointant à nouveau Laura, avez déposé un faux rapport, affirmant que des enfants étaient en danger et qu'une personne était en crise de santé mentale, mobilisant les ressources policières. Les expressions triomphantes et inquiètes avaient disparu, remplacées par un choc pur et sans mélange. Ma mère avait l'air de vouloir s'évanouir. Le visage de mon père était rouge betterave. Laura commença à balbutier. Mais elle. Elle m'a enregistré. C'est illégal. Elle est malade. Madame, dit l'agent d'une voix dangereusement basse, votre sœur a une caméra de sécurité sur sa propre porte d'entrée. C'est parfaitement légal. Ce qui ne l'est pas, c'est de déposer un faux rapport de police. Gaspiller les ressources policières est une infraction très grave. Cela m'empêche de répondre à de véritables urgences. Il fit un pas vers eux, et ils reculèrent instinctivement. J'ai tout ce qu'il me faut. Vous allez tous quitter cette propriété immédiatement. Vous ne contacterez plus votre sœur. Si je reçois un autre appel à cette adresse de l'un de vous, je ne serai pas aussi compréhensif. Vous me comprenez? Ma mère se contenta de hocher la tête, les yeux écarquillés. Mon père fixa le sol. Mais Laura, même totalement vaincue, avait une dernière carte à jouer. Elle me regarda,
les yeux remplis d'une haine si pure qu'elle était stupéfiante. Tu as fait ça, murmura-t-elle. Tu as déchiré cette famille. Non, Laura, dis-je, ma voix claire et forte résonnant dans le silence soudain. Tu l'as fait. Tu as menti. Et je n'ai fait que dire la vérité. Sors de ma maison. L'agent est resté jusqu'à ce qu'ils soient tous les trois de retour dans leur voiture. Il les a regardés partir en voiture, mes parents dans leur SUV, ayant l'air abasourdis et petits, et Laura démarrant en trombe dans un nuage de gravier, comme elle l'avait fait auparavant. Quand ils furent partis, l'agent se tourna vers moi, son expression s'adoucissant. « Madame, je suis vraiment désolé pour ça. C'était beaucoup. Merci, monsieur l'agent. J'apprécie que vous ayez géré la situation si bien, dis-je, mes genoux devenant soudain faibles. Vous avez le droit de travailler, et vous avez le droit à la paix dans votre propre maison, dit-il. Il me tendit une petite carte avec un numéro de dossier. Pour vos dossiers, s'il vous contacte à nouveau, appelez-nous et faites référence à ce dossier. Nous prendrons cela très au sérieux. Ce que votre sœur a fait, ce n'est pas juste une dispute de famille, c'est un crime. J'acquiesçai, incapable de parler. Il me fit un signe de tête polie et partit. Je fermai la porte, et cette fois, je verrouillai le verrou. Le silence qui remplit ma maison était profond. Il n'était plus menaçant. C'était un silence vaste, ouvert et magnifique. C'était le son de la paix. C'était le son de la fin. Je suis retourné à mon bureau et me suis assise. Je me sentais vide, mais pas d'une mauvaise façon. J'étais vidé de la crainte, de la culpabilité, de l'anxiété constante de faible niveau qui avait été ma compagne pendant des décennies. J'étais libre. Je savais que la route à venir ne serait pas simple. Ma famille, telle que je la connaissais, était finie. La structure toxique, codépendante et de gaslighting avait été brisée, et les pièces étaient éparpillées. Mais je savais avec une certitude absolue que ce qui était cassé ne pouvait pas et ne devait pas être reconstitué. J'ai fait une dernière chose. J'ai ouvert mon courrier électronique. J'ai composé un nouveau message à mes parents. L'objet était la vérité. Dans le corps du message, j'ai simplement écrit « Vous vouliez savoir ce qui s'est passé. Le voici. Vous m'avez accusé d'être instable et cruel, et vous avez cru une menteuse pathologique plutôt que votre propre fille. Vous avez permis son comportement, et vous avez participé à ce harcèlement. Voici ce que vous avez permis. Voici ce que vous avez défendu. » J'ai joint les deux fichiers vidéo, Doorbell 1016 AM MP4 et Driveway 10h18 du matin MP4. J'ai ajouté une dernière ligne, ne me contactez pas tant que vous n'êtes pas prêt à vous excuser. Pas auprès de moi, mais auprès de la vérité. J'ai cliqué sur envoyer. Puis je suis allé dans mon téléphone, et j'ai bloqué le numéro de Laura, le numéro de ma mère et le numéro de mon père. Les semaines suivantes furent étranges. Le silence était absolu. Pas de SMS en colère, pas de visite surprise, pas de drame. Au début, c'était déroutant. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, me préparant à une attaque qui ne venait jamais. Puis j'ai commencé à me détendre. J'ai accepté un nouveau client, la clinique neurologique pour laquelle j'avais échoué au test. Ils avaient un autre poste à pourvoir, et ma maison étant enfin vraiment calme, j'ai réussi leur nouveau test avec un taux de précision de 100%. Mes revenus ont augmenté de 30%. J'ai commencé à dormir toute la nuit. Les migraines qui me tourmentaient depuis des années ont commencé à s'estomper, devenant moins fréquentes et moins graves. Je n'avais jamais réalisé à quel point ma maladie physique était liée au stress constant et épuisant de ma famille. Environ un mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Elle était manuscrite par ma mère. Elle était longue, pleine de justifications et de clauses mais tu dois comprendre. Mais enfouis dans le 3e paragraphe se trouvaient les mots que j'avais attendus toute ma vie. Nous avons regardé les vidéos. Nous ne savions pas. Nous voyons maintenant. Nous sommes tellement désolés, Théa. Nous t'avons manqué de respect. J'ai posé la lettre. Je ne l'ai pas appelée. C'était un début, mais ce n'était pas une résolution. La guérison, si elle devait arriver un jour, se ferait selon mes conditions et selon mon calendrier. Ma vie est calme maintenant. Je travaille, je lis, je fais des promenades. J'ai retrouvé ma maison, mon sanctuaire. Mon réseau d'amis, longtemps négligé, a dû trouver un vrai travail.
La banque de maman et papa et la garderie gratuite de Théa étaient définitivement fermées. Elle est furieuse, mais sa colère n'a plus aucun pouvoir sur moi. J'ai ma paix. J'ai ma preuve. Et j'ai ma justification. Et il s'avère que cela vaut tellement plus que l'idée brisée et toxique de l'amour d'une famille.